je regardais par la fenêtre et ma prof de maths de but en blanc qui me dit Mademoiselle Angonèse, rêvez pas trop, vous serez jamais assez intelligente pour aller dans ce jardin. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit tu crois vraiment que moi, je vais pas pouvoir aller dans le jardin? J'ai pris mes affaires, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai été dans le jardin et je lui ai fait un gros fuck et je suis partie. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Manon, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Ça va, très bien et toi? Bien, c'est un plaisir de te recevoir. Avant d'attaquer cet échange, je vais quand même te laisser te présenter pour les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Et ensuite, on parlera un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Vas-y, je te laisse attaquer. Je suis Manon Angonès, je suis belge, j'ai 31 ans maintenant, je suis athlète CrossFit de haut niveau euh, et ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. C'est parfait. La parfaite introduction à notre échange du jour. Donc, on a eu un petit appel la semaine dernière déjà. Tu voulais faire un podcast où tu voulais ne pas parler de CrossFit, ne pas parler d'entraînement. Donc, pour ceux qui sont là pour des conseils d'entraînement, repassez plus tard. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un podcast où tu parles pas de ce que tu fais aujourd'hui au quotidien dans le CrossFit? Bah, en fait, c'est toujours un peu les mêmes questions pendant les podcasts et je m'ennuie vraiment et je me rends compte que les gens s'intéressent à ce que je fais maintenant, mais il n'y a pas vraiment l'histoire de fond derrière. Et je trouve ça dommage parce que le personnage, il s'est créé un peu avec tout ce qui s'est passé auparavant, la personne que je suis devenue, parce que voilà, je me rends bien compte que j'ai une personnalité très à part et que j'ai des comportements bien à part, bien à moi. Et c'est l'occasion voilà, d'aborder des sujets différents et de raconter un peu mon histoire. Génial. Pour commencer, toi, de ta perception, comment est-ce que tu te sens perçu dans le milieu dans lequel tu évolues? Euh, En fait, je m'étais jamais vraiment trop posé la question parce que j'ai arrêté de me tracasser de savoir ce que les autres pensaient de moi. Mais en parlant avec quelques athlètes français, entre autres, c'est vrai que souvent on dit que je suis pas très avenante, que je suis quelqu'un de très froid, que je suis quelqu'un de très réservé. Euh, j'ai déjà entendu très. Alors, il y a le côté positif des choses qui dit, ouais, c'est parce qu'elle est déterminée, elle est concentrée, elle est dans son truc. Et il y a le côté négatif des choses qui dit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui se prend un peu la tête parce que, voilà, elle échange pas avec les autres. Et c'est vrai que j'échange pas beaucoup avec les autres. Ok. On va certainement y venir tout à l'heure, mais pour commencer, on va commencer par le début. On va parler de ton enfance. Où est-ce que tu Mhm. as grandi maintenant? J'ai grandi en Belgique, dans le sud de la Belgique, pas très loin de là où je vis maintenant. Tu veux partager le nom de la ville ou proche de la région peut-être, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique? Je viens de la ville d'Arlon. Voilà. Arlon. Ok. Et si tu devais décrire ton enfance, disons avant tes 10 ans, comment est-ce que tu décrirais cette période-là de ta vie? Très très heureuse, hein. J'ai commencé à monter à cheval très tôt. En fait, je me suis passionnée pour les chevaux d'aussi longtemps que je me souvienne. Ça a été ma seule et unique obsession, monter à cheval. J'ai des parents fantastiques qui viennent du milieu ouvrier, donc ils ont toujours énormément bossé pour nous offrir l'enfance qu'on méritait, mes sœurs et moi. Voilà. Voilà. J'ai vraiment eu un très bon parcours scolaire quand j'étais à l'école primaire. Bon, un peu têtu, mais sinon, voilà, rien de spécial. Une enfance très épanouie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le cheval aussitôt? J'en ai aucune idée. Parce que mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. C'est un milieu qui coûte très cher et nous, on vient pas d'une famille riche, pas du tout. Et c'est vrai que ils ont pas vraiment poussé pour ça, mais c'était une obsession. Je voyais un cheval, il fallait qu'on s'arrête au bord de la route pour caresser le cheval. J'ai fait des pieds et des mains pour commencer à monter à l'âge de 4 ans, alors que l'âge légal, c'est 5 ans. Et puis, finalement, ils m'ont accepté à 4 ans parce que je pense que mes parents leur ont dit, écoutez, prenez-la, s'il vous plaît, prenez-la. Donc voilà. Donc, tu as commencé très très tôt le cheval et ça t'a tout de suite plu quand tu as commencé? Ouais, c'était ce que j'avais toujours rêvé, en fait. Et c'était tout ce que tu attendais du cheval? C'était la compétition, évidemment. Ça a toujours été la compétition. C'était
le milieu du saut d'obstacle, le jumping. Je veux dire, j'avais 5, 6 ans à l'école. Quand on me demandait c'était quoi mon rêve, je disais c'était faire les Jeux olympiques d'équitation. Voilà. Et la compétition, ça commence tôt quand tu montes à cheval. Je connais pas du tout ce milieu-là, donc tu pourrais certainement m'apprendre quelques trucs au passage. Oui, oui, ça peut commencer très tôt, hein. Bah, après, c'est voilà, c'est des petits niveaux, genre pour les enfants. Et puis après, il y a les compétitions régionales. Et puis forcément, ça va un peu plus haut, le national, l'international. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais en dehors du cheval, dans ton temps libre, si tu avais du temps libre? Rien, rien. C'était que ça. Il y a que ça qui comptait. C'était ça. Je veux dire, je sortais de l'école, il fallait que mes parents me déposent aux écuries. Plus, ils m'ont offert mon premier poney à l'âge de 5 ans. Et ça a été, ça m'a responsabilisé parce que c'était la condition en fait. C'est vraiment, on t'offre un poney, ça nous coûte énormément d'argent. Euh, Peu importe que tu sois malade, fatigué, blasé, peu importe, mais tu t'occupes de ton poney. Donc pendant mon temps libre, j'étais aux écuries, tout le temps. Ok, c'était loin de chez toi, près de chez toi? Non, c'était tout prêt. Tu pouvais y aller à pied? Non, quand même pas. Euh, T'as dit que tu avais une enfance entre guillemets classique, facile, étant plus jeune, en école primaire. Quand est-ce que les choses ont commencé à changer un petit peu, notamment au niveau de l'école? Quand je suis arrivée en rénové, donc en secondaire, à l'âge de 11 ans, parce que comme je suis de fin d'année, j'ai toujours été presque une année plus jeune que les autres dans ma classe. Mhm. Ça a fait une grosse différence, ça, quand t'as changé d'école? Oui et non. Bah déjà, la grosse différence, c'était que il fallait choisir entre, à l'époque, je sais pas comment c'est en France ou en Suisse, mais en Belgique, il fallait choisir entre les options, donc sciences Mhm. ou latin. Et moi, c'est sûr, les maths, j'ai des maths, sciences, genre, c'était vraiment pas mon truc. J'étais nulle, mais nulle, même en faisant tous les efforts du monde. Et je me suis retrouvée séparée, voilà, de ma meilleure amie d'enfance. Et ouais, je me suis retrouvée dans une classe où je connaissais personne, j'étais la plus jeune. Et c'est un peu là que tout a commencé, ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nouvelle classe? Décris-nous un petit peu. Je sais pas si tu as des souvenirs encore des premiers jours que tu as passés, des premières semaines dans cette classe, dans cette nouvelle école. Oui, 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 carrément. Bah, au début, les professeurs, ils nous demandent tous de nous présenter. Donc, c'est toujours, je m'appelle Julie, je veux devenir maîtresse d'école. Je m'appelle Antoine, je veux devenir médecin. Je m'appelle Manon Angonèse et je veux devenir cavalière professionnelle. Et là, j'ai toujours eu énormément de moqueries, en fait. Je pense qu'il n'y a pas un seul professeur qui s'est dit, oh bah tiens, elle a des ambitions. Non, ça a toujours été, c'est pas un métier, il faut revenir un peu les pieds sur terre. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Maintenant, on n'est plus en primaire, il est temps d'être un peu adulte. Voilà. Est-ce que la moquerie, elle venait essentiellement de tes professeurs, de tes enseignants, ou est-ce que tes camarades de classe s'y joignaient également? Bah, ça venait des professeurs, puis forcément, tu sais, à l'école, les enfants, il y a toujours une partie en classe qui lèche le cul du prof, et si le prof dit bleu, ils disent bleu. Voilà. Eux, forcément, ils étaient toujours du côté des profs. Moi, j'étais toujours un peu dans le coin des parias, et eux, ils osaient pas se moquer de moi. Il reste plus de ton côté. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu as géré cette transition un petit peu difficile, toi, personnellement? Je l'ai pas bien géré, hein. Ma toute première année, je me suis vraiment retrouvée un peu avec c'est dur à dire, mais avec les rejetés de l'école. Donc, ma toute première année en secondaire, j'étais vraiment avec ceux qui n'avaient pas énormément d'amis, qui avaient d'autres ambitions, un peu ceux qui font art, musique. Et moi, j'étais beaucoup avec ces gens-là. Et ouais, carrément, j'avais pas énormément d'amis. Et c'est là où le fossé s'est creusé, en fait, entre tous ces enfants un peu, ouais, un peu bons à l'école, naturellement, voués aux études. Et moi. Voilà. Il y a vraiment là, j'ai vraiment compris qu'il y avait deux mondes et que je ne faisais pas partie de ce monde-là. Ouais, ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a, on pourrait presque dire une distribution normale avec cette courbe qu'on connaît tous. Et ben, si tu te trouves à peu près au milieu, tout se passe plutôt bien pour toi. Mais si tu es trop à gauche ou trop à droite, trop en Mhm. bas ou en haut, peu importe la mesure qu'on prend, le système n'est pas fait en fait pour les personnes qui se fondent pas dans le moule, c'est ça? C'est ça, exactement. Maintenant, je pense que ça évolue un peu. Mais à Mhm. l'époque, en tout cas,
C'était vraiment ça. C'était noir ou blanc, quoi. Et donc, tu te retrouves un petit peu à l'écart de tes camarades. Tu parles de ces interactions difficiles avec les enseignants. Est-ce que c'est quelque chose qui était répétitif? Est-ce que ça ressortait souvent? Ou est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Au début, c'était pas trop répétitif. Et puis, au fur et à mesure, moi, mes idées dans ma tête, elles ont commencé à se solidifier dans le sens où ça n'avait pas changé le fait que je voulais toujours devenir cavalière professionnelle et que je savais très bien que j'y arriverais et que l'école ne me servait absolument à rien et que personne dans cette école était capable de comprendre ce que je voulais et ce que je faisais. Donc, très vite, j'ai commencé à adopter des comportements de rébellion. Euh, j'ai plus supporté aucune autorité de la part de mes profs parce qu'ils n'avaient plus rien à m'apporter en fait. Ils n'allaient pas m'aider à devenir cavalière professionnelle. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à trier. Et j'ai vraiment voulu arrêter l'école le plus tôt possible et j'ai tout fait pour me faire renvoyer de cette école. À partir de quel âge tu avais ce sentiment de vouloir sortir du système, si on peut dire comme ça? J'avais allez, 13 ans. C'est vraiment à l'âge de 13 ans où là, j'ai vraiment voulu sortir du système, vraiment arrêter ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu fait? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour essayer de te défaire de tout ça? Bah, j'ai découvert le mouvement punk. Voilà, et j'ai trouvé ça formidable à l'époque. Je me suis dit, ouais, c'est génial, c'est des jeunes pleins de colère, fuck le système, l'école. Ça sert à rien. C'est mieux de traîner en ville, de boire des bières et de jeter des canettes sur les combis de flics. Voilà, c'était vraiment, oui, j'ai vraiment rejoint un groupe de jeunes en colère contre tout ça. C'était la musique punk. Moi, il faut savoir que euh, le premier groupe qui m'a influencé dans ma vie, ça a été les Sex Pistols, hein. Mhm. Donc, déjà, ça donne le ton. Et tous mes potes étaient comme ça aussi. Voilà, de toute façon, on était tous rejetés. Il y en a qui sont toujours restés dans leur délire punk, où ils sont un peu guitaristes, un peu vendeurs d'herbe, un peu vendeurs de ci, vendeurs de ça. Mais je veux dire, globalement, les autres, on s'en est tous très bien tirés. C'est juste qu'on a eu des chemins différents. Mais surtout, on a gardé cette colère en nous, en fait. On est toujours contre le système. Et encore maintenant, en tant qu'adulte, je suis toujours contre le système. Quand tu parles de ton ère ou de ta période punk, ça a commencé à quel âge exactement? À 13 ans. Vraiment, peut-être avant, c'était un peu la transition où je Mhm. commençais à prendre conscience un peu ouais, des milieux sociaux différents dans le monde et que je faisais pas partie des milieux privilégiés et que malheureusement, j'étais dans une école de privilégiés. Tu as parlé des Sex Pistols. Parle-nous de quelques autres groupes que tu appréciais à ce moment-là et peut-être que tu écoutes encore même aujourd'hui. J'écoute encore les Sex Pistols, hein. Bon, c'est pas de la bonne musique, hein, c'est juste de la musique en colère. Mais sinon, j'ai été très fan de Rage Against the Machine, Ouais. contre le système, plus contre le système que eux, je pense que c'est pas possible. Mhm. Eux, leurs paroles vraiment ont fait écho dans ma vie. J'ai été très fan d'Anti-Flag, qui sont aussi des groupes punk contre le gouvernement. Ça a été The Unseen, les Exploited, plusieurs groupes punk de chez nous aussi, parce que évidemment, quand on traîne un peu avec les rejetés, il y a toujours des groupes qui se forment, et puis tu connais le guitariste, tu connais le chanteur, tu connais le bassiste, et puis tu vas dans les concerts, et ça raconte toujours la même chose, hein, voilà, tu dis, ouais, c'est génial, ils ont fait une chanson super révolutionnaire, et puis la chanson d'après, ça voulait dire exactement la même chose, et puis encore la même chose, et ça rajoutait des couches et des couches et des couches. Voilà. Limp Bizkit aussi. Qu'est-ce qui t'a changé le plus, à ton avis? C'est ce mouvement punk que tu as rejoint à la suite de te sentir, entre guillemets, rejeté du système scolaire ou l'école en elle-même, à ton avis? Les deux. Euh, les deux. Les deux ont vraiment fait boule de neige, en fait. J'ai vraiment l'impression que l'école, ça a commencé ouais, à allumer une étincelle et ouais, allumer un peu les braises. Et puis la découverte de toute cette colère que j'étais pas toute seule et que
il y avait d'autres jeunes qui étaient en colère et que c'était normal, là, ça a vraiment fait tout sauter. Tu parlais du fait que étant plus jeune, tu étais déjà têtu. C'était déjà une de tes qualités, un de tes traits de caractère. Est-ce que ça a changé après ça? Est-ce que ça s'est amplifié, diminué? Ça s'est amplifié. Avant, j'ai toujours été têtue et très déterminée dans ce que je voulais et ce que je faisais. Mais forcément, avec tout ça, il y a eu les conneries qui ont émergé de tout ça. Donc avant, c'était mignon, on va dire. Mais puis à l'adolescence, bah, ça l'était de moins en moins. Voilà, mes parents étaient très souvent appelés dans le bureau du directeur, et puis il y a eu les renvois, et puis il y a eu les discussions tard le soir avec ma mère en disant, mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux? Bon sang, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, tout en a découlé de tout ça, ouais. Mais j'ai toujours été têtue, toujours été très déterminée. Qu'est-ce que tu disais à ta maman dans ces moments-là? Bah, je lui disais que personne me comprenait et que je voulais arrêter l'école, que j'avais rien à faire là, que je me sentais pas du tout à ma place et que non, le mouvement punk, c'était pas juste une crise d'adolescence, que non, j'étais d'accord avec les fondements et les racines de ce mouvement-là et que ce serait encore pareil quand j'aurais 30 ans. Voilà. Et c'est le Une, cho- cas. ouais, une chose que tu m'as dit quand on a eu notre conversation il y a une semaine, tu m'as dit quand tu rêves d'une vie différente, ça dérange et l'école casse les jeunes. Ouais, 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 carrément, carrément. Bah, dire, moi, on m'a dit des choses horribles, hein. On m'a dit que je ferais jamais rien de ma vie, que j'étais vraiment restée bloquée dans des rêves d'enfants pourri gâtés, alors que pas du tout, j'ai jamais été pourri gâtée. Voilà, c'est très dur à entendre. Bon, moi, ça va parce que, je veux dire, je trouve que je suis quand même assez forte dans ma tête. Je ne me suis pas laissée démonter, mais j'ai des amis à moi qui sont tombés très loin dans la dépression. Voilà, j'ai des amis qui ont été en décrochage scolaire, qui encore maintenant, ils ont du mal à se sociabiliser. Et ouais, ça peut vraiment pousser les jeunes très très loin parce que bah, tu as plusieurs réactions. Tu as ceux qui se disent, OK, ils ont raison, je vais faire des études que j'aime pas. Et tu as ceux qui se disent, mais en fait, il n'y a rien pour moi dans ce monde. Qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui pensent ça aujourd'hui, l'ayant traversé toi-même et en étant entre guillemets sorti ou ayant trouvé ta propre place dans ce monde? Bah, qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent. Ça dérange encore plus dans le milieu scolaire parce que le milieu scolaire, il n'est pas fait pour nous donner des ailes. Il est fait, voilà, il a été créé pour qu'on soit tous les mêmes, voilà, pour rendre service au gouvernement, qu'on suive tous les rangs et qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est pas avec ces gens-là que le monde évolue. Tu penses que le système il a assez changé aujourd'hui pour que les enfants puissent chacun trouver leur place et faire leur petit bout de chemin, ou on est encore trop dans la standardisation et tout le monde pareil pour, comme tu l'as dit, faire en sorte que les rouages tournent? Non, c'est toujours pareil. Il y a des professeurs qui veulent bien faire et franchement, grâce à eux. Mais moi, je vois bien, j'ai mon filleul qui est dans l'adolescence là et de ce qu'il me raconte à l'école. Mais je me dis, mais dès que tu as une opinion, en fait, tout de suite, on essaye de te la casser et de te faire penser comme eux. C'est triste, ça n'a pas vraiment changé. Tu as trouvé d'autres cercles hors le milieu punk que tu avais rejoint qui t'ont permis de sortir, de te lâcher un petit peu hors de ce cadre scolaire? Non, bah, j'étais toujours cavalière. Je partais en compétition pratiquement tous les week-ends. Voilà, ma vie, c'était ça, c'était errer un petit peu à l'école. Quand j'avais l'occasion de faire le mur, je me barrais en ville parce que malheureusement, je pouvais pas rentrer, je pouvais pas aller aux écuries parce que mes parents auraient su que je séchais. Donc, du coup, je- voilà, j'avais plus d'intérêt de traîner en ville. Et dès que je pouvais, ouais, j'étais à cheval. Je partais, j'étais à cheval, j'étais en compétition. Tu as parlé de vouloir te faire renvoyer. Ouais, et j'ai Quand est-ce que réussi. tu as réussi est-ce que tu l'as fait avant d'en parler ou est-ce que tu en as parlé pendant un moment et ensuite tu t'es mis à l'action et tu as essayé de te faire envoyer? Non, 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 l'idée était très claire. Voilà, je m'étais mise en tête de faire absolument tout le contraire de ce qu'on me disait de faire à l'école, en fait. C'était vraiment ma phase où il y a quelque chose que je peux pas faire, et bah, ok, moi, je vais prouver que je peux le faire.
C'était vraiment un petit peu ma réaction au fait de tu ne pourras jamais devenir cavalière professionnelle, où je leur disais je peux faire absolument tout ce que j'ai envie de faire, et c'est ce que j'ai fait. Et forcément, ça marche pas bien à l'école. Tu peux nous donner quelques exemples? Oui, bah par exemple en plein cours de maths, je me rappelle une fois, notre classe de mathématiques était juste à côté du jardin réservé aux dernières années, donc ceux voilà, qui étaient en réto. Je sais pas comment ça s'appelle en France, mais nous, c'est vraiment la dernière année. Mhm. Et je regardais par la fenêtre et ma prof de maths de but en blanc qui me dit Mademoiselle Angonaise, rêvez pas trop, vous serez jamais assez intelligente pour aller dans ce jardin. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit tu crois vraiment que moi, je vais pas pouvoir aller dans le jardin? J'ai pris mes affaires, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai été dans le jardin et je lui ai fait un gros fuck et je suis partie. C'est un bon résumé de ton état d'esprit et de ta manière d'opérer à ce moment-là, Voilà. d'après toi. Ouais, ouais, c'était tout le temps comme ça. Comme quand on me disait, Manon Angonaise, tu sors. Bah, moi, je sortais, mais quand je sortais, je partais. J'attendais pas derrière la porte. Et je me prenais des remarques parce que quand elle ouvrait la porte pour finalement me faire rentrer comme un chien qu'on avait puni dans le jardin, moi, j'étais plus là, j'étais déjà partie, j'étais loin. Voilà. Ouais, j'ai fait quelque chose comme ça, mais j'étais très sélectif. Moi, c'était les cours d'allemand parce que j'aimais pas l'allemand à l'époque. Et donc, on avait deux cours d'allemand dans la semaine, un de grammaire, un de vocabulaire. Et je prenais tout le temps le mauvais bouquin, ce qui faisait que je me faisais tout le temps mettre à la porte, ce qui faisait que j'avais deux périodes à traîner en ville. Et au final, l'année suivante, je me suis retrouvé à l'armée et j'ai pas eu le choix, j'ai appris l'allemand. Ah Donc, oui, je m'en suis bien sorti au final. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites dans cette période que tu regrettes aujourd'hui? non, 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 non. J'ai jamais rien fait de grave. C'était vraiment des bêtises d'adolescent. Mais non, j'ai jamais rien fait de grave. J'ai toujours eu la clarté d'esprit parce que forcément, quand tu traînes en ville, quand tu traînes avec les mauvaises personnes, bah, forcément, il y a des gens autour de toi qui prennent autre chose qu'une cigarette. Il y a des gens qui boivent autre chose que de la bière. Et j'ai toujours eu la clarté d'esprit de dire non, moi, je suis pas là pour ça, vraiment pas. Donc, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais voilà, j'ai jamais été alcoolique, j'ai jamais, voilà. À ton avis, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais dans le système scolaire actuel ou celui que toi tu as traversé à l'époque? Euh, si moi, je pouvais changer quelque chose dans le système scolaire, Mhm. bah, ce serait très différent en fait. Je crois que je permettrais aux jeunes de s'exprimer beaucoup plus. Déjà, de les aider à trouver ce qui les passionne. Et peu importe que ce soit une phase sur la musique ou l'audiovisuel ou voilà, explorer vraiment ce qui passionne les jeunes. Parce que encore plus maintenant, je veux dire, avec les réseaux sociaux, ce qui passionne les jeunes, malheureusement, c'est Instagram parce que on les aide pas à voir plus loin, on les aide pas à découvrir de nouvelles choses et de nouvelles voies. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais pousser. Comment est-ce que les jeunes, c'est très juste à mon avis ce que tu énoncé là, le fait que aujourd'hui les jeunes ne sont pas encouragés à aller essayer, explorer, vivre les choses, hein. C'est tout au travers des écrans. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les jeunes à mettre en pratique, à tester, à essayer des choses pour, au final, comme tu l'as dit, trouver ce qui les fait vibrer, ce qui les fait résonner. Parce que tant que toi, tu savais avec le cheval, tu avais peut-être cette chance de savoir très très tôt ce que tu voulais faire. Pour ceux qui ne Mhm. savent pas nécessairement ce qu'ils veulent faire, comment est-ce que tu conseillerais qu'ils aillent tester les choses? Bah déjà, leur faire comprendre que c'est pas grave de changer de passion tous les ans. C'est pas grave. Je veux dire, à cet âge-là, tu peux être passionné par ça, et puis l'année d'après par ça, c'est pas grave, mais justement, c'est très bien. Plus ils peuvent explorer, plus mieux c'est. C'est des bagages qui vont emmener dans leur vie et toute leur vie, et il faut pas qu'ils aient peur d'être différents. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas être jugé. Que tu fasses médecine avec haute distinction ou éboueur, tu vas être jugé. Donc, ouais, je pense que c'est aussi un peu le rôle des parents, de les aider à comprendre. Et je pense que c'est aussi aux parents à comprendre que les études, c'est pas toute la vie non plus. Il y a des gens qui s'en sortent très bien sans diplôme. Moi, j'ai zéro diplôme, hein. Rien, rien du tout. J'ai juste passé ma prépa physique à l'âge de 23 ans parce que j'avais rien d'autre. Mais sinon, j'ai zéro diplôme. Ouais, c'est vrai et je dirais surtout dans le monde aujourd'hui, peut-être à l'époque c'était plus dur, à l'époque Mhm. même de nos parents c'était plus dur, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est pas le diplôme qui va faire que tu as le boulot ou pas. Si t'es des merdes et si tu fais le taf, il y a des chances que
tu sois peut-être même plus haut en termes de priorité que quelqu'un qui a un diplôme mais rien d'autre. Ouais, tout à fait. Quand est-ce que tu es parti définitivement de l'école et qu'est-ce que tu as fait pour te faire virer de l'école? Je suis partie à l'âge de 15 ans, un tout petit peu avant mes 16 ans. Euh, J'avais triplé ma troisième rénovée, c'est la troisième fois que je la recommençais. J'avais changé d'école. C'était vraiment, je pense que c'était la dernière école de ma ville qui me voulait bien. Et bah, c'était encore compliqué parce que bah, j'en foutais pas une, j'étudiais pas plus. Je faisais rien d'autre que traîner en ville et monter à cheval. Et un jour, ma mère m'a dit, écoute, j'ai compris, s'il te plaît, réussis cette année-là, juste cette année-là. Et puis après, je te laisse partir, tu fais ce que tu veux, on te mettra sous enseignement à distance et tu peux partir. Et du coup, j'ai réussi cette année-là. J'ai commencé à étudier, je crois, 3 mois avant les examens finaux. J'ai réussi avec des 18 partout. Donc, comme quoi, quand je m'y mets un peu, euh, ça marche. C'est sur 20 en Belgique? Ouais, c'est sur 20. Enfin, c'était. Je sais pas si c'est encore sur 20. Je pense que c'est toujours sur 20. Et bref, j'ai réussi. Et puis, tout mon été, j'ai été montée pour des cavaliers un peu partout en Belgique. Et ça m'a vraiment fait comprendre que c'était la vie que je voulais mener. En fait, je suis pratiquement pas rentrée chez moi de tout l'été. Et septembre est arrivé, la rentrée. Et ma mère m'a dit, ah, essaye, essaye, essaye. Je dis non, tu m'avais promis. Elle me dit, ah, allez, allez, c'est bon, on fait juste un essai, ça s'est bien passé, regarde, il suffit de tenir encore un an, puis tu auras 16 ans, et là, ce sera encore plus facile à 16 ans pour partir. Enfin bref. Du coup, elle m'inscrit en quatrième rénové. J'ai vraiment fait le premier jour, mais la transition, elle a été violente, parce que j'avais passé mon été à faire ce que je voulais faire, et d'un coup, je me retrouvais en classe. Et je suis rentrée et j'ai dit à ma mère, non, non, trouve une solution, inscris-moi en tant qu'étudiante à domicile, mais moi, je ne retournerai plus à l'école. Tu peux faire ce que tu veux, tu me forceras pas, je ne retournerai plus à l'école, c'est fini, je me barre. Et puis elle m'a dit, ok, bah, c'est bon, barre-toi. Et du coup, j'ai téléphoné à Gilles, qui était le cavalier pour qui je travaillais à l'époque, et je lui ai dit, réserve-moi 2 box, j'arrive avec mes 2 juments, et puis c'est parti, j'arrête l'école et je travaille pour toi. Et C'était c'est ce loin qui de s'est chez toi? C'était à 2, 3 heures de chez moi quand même. Et donc du premier jour que tu as essayé de faire à l'école jusqu'au jour où tu t'es retrouvé à être auprès de Gilles avec tes juments, il y avait quel laps de temps qui s'est écoulé? Ouais, ça a été très vite, hein. Je pense que dans la même semaine, j'étais partie. Tu ferais les choses différemment aujourd'hui si tu te Non, retrouvais dans le même endroit? non, 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 pas du tout, non. T'aurais fini l'année d'avant ou pas? Non, Tu peux le refaire. T'aurais pas fini? non, je serais partie encore plus tôt. Mais bon, voilà. Parle-nous de cette transition. Tu sors de l'école, enfin, t'arrêtes l'école après après le premier jour. Déjà, est-ce qu'il y a eu de la résistance au niveau de l'école en elle-même, au niveau des professeurs, directeurs, etc.? Non, parce qu'on m'a inscrit au système de l'enseignement à distance, qui était juste une excuse, parce qu'il fallait que je sois toujours scolarisée, mais j'ai jamais ouvert un seul cours. C'est- Je les ai reçus, je les ai classés, je les ai pas ouverts. Et de toute façon, j'avais pas le temps. J'étais à cheval tout le temps. J'étais trop occupée, trop de choses à faire. Et bah, la transition, elle a été rude dans un sens où j'ai vraiment changé de vie de but en blanc, en fait. Je me suis retrouvée dans une écurie, à gérer une écurie toute seule, parce que forcément, bah, Gilles, c'était le patron et il n'était pas souvent là. Il était juste là pour monter ses chevaux de tête 2, 3 fois semaine. Tout le reste du temps, c'est moi qui montais les jeunes chevaux, c'est moi qui les nourrissais, donc je me levais très tôt, je finissais très tard. J'avais juste un jour de congé sur la semaine, mais c'était le week-end, donc c'était très très rare parce que les week-ends on partait en concours, donc je rentrais pas beaucoup. Et c'est comme ça que ça a duré combien de temps? 5 premiers mois. J'ai vécu dans une caravane pratiquement sans électricité. Si, elle était branchée, mais il n'y avait pas grand-chose qui marchait, quoi. J'avais un micro-ondes pour survivre, j'avais un petit chauffage électrique pour survivre l'hiver, et j'étais toute seule dans cette vieille caravane là avec mon chien, voilà. Mais je vivais ma best life, hein.
c'était à la limite de l'exploitation. Je pense que c'est des conditions de travail maintenant. Je crois que t'as toutes les associations sur le dos. Si tu fais ça à un de tes employés, moi je faisais ça au black et j'étais heureuse. Tu as parlé un petit peu de ton quotidien. Décris-nous une journée type dans ces 5 mois, justement, où tu te lèves tôt et tout le travail que tu fais sur une journée pour t'occuper des écuries. Je me levais à 6 heures. Je déjeunais. Je déjeunais. À l'époque, la nutrition, c'était pas trop ça. Bon, quand t'es ado, toute seule, en plus, tu manges ce que t'as envie de manger. Qu'est-ce que tu Puis, mangeais? ça dépend. Parfois, c'était juste un biscuit. Parfois, c'était une tartine au choco. Parfois, c'était rien du tout. Des céréales. Voilà, c'était vraiment pas très loin de ce que ça l'est maintenant, en tout cas. J'allais aux écuries. Là, je commençais par nourrir d'abord. Une fois que ça s'était fait, Euh, on attendait au moins une demi-heure que les premiers aient mangé et digéré. Ensuite, on les mettait au marcheur. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un marcheur. C'est une sorte de carrousel, en fait. On met les chevaux dedans 1 heure par jour le matin. C'est un peu comme faire de la zone 2 pour eux, tu vois. C'est marcher. C'est... Voilà. Ils Petit sont... dégraissage du matin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est drôle, en fait. C'est vraiment un peu leur zone 2 on va dire. Parce qu'à la base, ils sont faits pour rester en mouvement, pas rester en boxe tout le temps. Hmm. Euh, Ensuite, bah, c'était parti. J'avais 20 chevaux à sortir par jour, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Personne fait ça, c'est beaucoup trop. C'est comme suivre 3 programmations de CrossFit en même temps. En fait, c'est vraiment pas efficient. Pas Voilà, optimal. c'est pas optimal. C'est limite de l'esclavage. Mais bon, j'avais choisi ça. Euh, et puis, ils remangeaient encore une fois à midi. Du coup, moi, je mangeais aussi, vite fait. Et puis ça recommençait l'après-midi. Entre-temps, en général, il y avait souvent des clients qui venaient essayer les chevaux et du coup, ça bouleversait toujours tout le planning parce que tu avais prévu de monter un tel le matin, mais non, il fallait le déplacer l'après-midi. Il y avait des clients qui venaient. T'attends les clients, ils sont en retard, ils ont 3 heures de retard. Du coup, pendant 3 heures, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire. Euh, C'était tout le temps comme ça et mes journées, elles terminaient vers ouais, 8 heures, 9 heures du soir. Tu as parlé de ce que tu as vécu à l'école et une chose que tu m'as dite aussi, c'est l'école de la vie est très importante. Ouais. Et toi, c'est quelque chose qui t'a beaucoup formé. Qu'est-ce que tu as appris dans ces 5 mois que tu as passé avec ce rythme effréné, on va dire, avec les écuries et les chevaux? Bah déjà, je me suis rendu compte que j'étais incroyablement solide physiquement, Hmm. mentalement. Déjà, c'est clair, parce que c'est à cet âge-là, autant de responsabilités, c'est énorme. Je pense que c'était même inconscient de la part de cette personne-là de me laisser toute seule à tout gérer comme ça à 15 ans. Hmm. Mais surtout physiquement, parce que c'est un travail physique énorme, dans des conditions. Je veux dire, j'ai vécu dans une caravane. Je veux dire, ma douche, on avait une douche au-dessus des écuries, mais à la base, c'était pour les clients, c'était pas pour nous. Euh, de temps en temps, il y avait de l'eau chaude, alors c'était juste horrible. Mais ouais, les gens pensent que monter à cheval, il suffit juste de monter à cheval et puis laisser le cheval faire, mais pas du tout. C'est fatigant parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Il faut le soigner, il faut le sceller, il faut le déceler, il faut monter. Mais quand tu montes un jeune cheval, c'est du travail que tu fais avec lui. C'est des batailles parce que c'est pas, je veux dire, apprendre le travail à un jeune cheval, ouais, c'est physique en fait. Il faut tout construire. Ça passe par quoi, justement, cette interaction avec un jeune cheval? Et quand tu parles, en fait, tu formes le cheval, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu formes les chevaux, donc ouais, tu leur apprends vraiment les bases. Donc au début, c'est un petit peu le jeu de qui cédera le premier, en fait. Il y en a avec lesquels c'est beaucoup plus facile. Ouais. Malheureusement, au de sport, plus ils sont bons, plus ils sont difficiles. Et j'ai toujours eu énormément de bons chevaux dans ma vie, et j'ai toujours eu énormément de batailles. Oui, ça m'a vraiment appris à ne jamais laisser tomber. En fait, c'est toujours un petit pas en avant, 3 en arrière, un petit pas en avant, 3 en arrière, jusqu'au jour où, paf, d'un coup, tout se débloque et c'est bon, la crise est passée. Mais sinon, il y a des fois, ça peut durer des mois, ou même des années avec certains chevaux. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que c'est les meilleurs qui sont les plus durs à gérer? Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que forcément, il y a
il y a la partie génétique, donc c'est de l'élevage, donc on fait beaucoup de croisements, on essaie d'avoir le meilleur possible via la génétique, donc Mhm. forcément des croisements qui, voilà, mentalement, c'est pas des chevaux très très stables. Et aussi, bah, je pense que comme toutes les personnes qui ont du talent, c'est des personnes qui ont de la personnalité. C'est bien dit. T'avais donc 16 ans à ce moment-là, 15 ans encore? 16 ans, ouais, je venais d'avoir 16 ans. Donc, tu as fait 5 mois comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, bah, moi, via cette écurie-là, j'espérais continuer à partir dans tous les internationaux que je faisais déjà à l'époque avec ce cavalier-là, parce que c'est le premier pour qui j'ai travaillé et je lui faisais confiance. Et de but en blanc, il m'a annoncé que lui, il partait travailler à l'autre bout de la France, dans une autre écurie. Il avait eu une offre d'emploi. Donc d'un coup, tout s'arrêtait. Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, je t'ai trouvé une autre place. C'est la meilleure cavalière belge. Voilà, tu vas apprendre incroyable là-bas. Elle est incroyablement douée. Ça, je suis d'accord. Elle est incroyablement douée. Ça va, c'est génial. C'est une opportunité en or. Du coup, bah, je suis partie chez cette personne-là. Voilà. C'était loin de là où tu étais à ce moment-là? Non, c'était pas très loin. C'est la Belgique, c'est pas très grand. Ouais, je connais. La Suisse, c'est pas très grand non plus. Ouais. Euh, donc tu pars là-bas. Comment se passe la transition, cette nouvelle transition? Tu passes un petit peu de temps à la maison entre deux ou tu pars Non, directement? non, je pars directement. Bah, la transition, elle n'a pas été facile parce que c'était une toute autre personne, une toute autre personnalité. Et, euh, et ouais, c'était une personne que j'avais pas appris à connaître en fait. Et il fallait apprendre à se connaître un peu sur le tas. C'était une personne qui était réputée aussi pour avoir ouais, un caractère très compliqué. Voilà, on va dire la même chose des chevaux, hein. Plus ils sont bons, plus ils sont compliqués. C'est pareil, elle est très talentueuse, mais très difficile dans les relations sociales. Donc, ouais, je savais que ça allait pas être facile parce que, bah, l'air de rien, moi, j'avais toujours mon caractère, hein. J'avais toujours, ouais, j'étais pas cassée, hein. La rebelle en moi était toujours là. Parle-nous un petit peu de ces premières interactions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication verbale, non verbale, etc. Euh, Moi, j'ai toujours eu un peu le pressentiment que ça n'allait pas vraiment marcher. Euh, mais d'un côté, je pense que j'avais peur de dire à mes parents que ça n'allait pas forcément marcher, que avec elle, ça marcherait pas, parce que j'avais trop peur de moi déjà le prendre comme un échec. J'avais pas envie de rentrer à la maison. Donc voilà. C'était des rapports très directifs, très froids, euh, avec ouais, des conseils sur ma future carrière et les comportements à avoir que ouais, j'aurais jamais pensé entendre un jour, à cet âge-là en tout cas. Parce que à ce moment-là, tu travaillais pour cette cavalière, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et tu faisais le même travail que tu faisais avant dans les écuries? Oui, sauf que là, j'avais beaucoup plus de jeunes chevaux, j'avais beaucoup plus de concours, beaucoup plus de compétitions, Mhm. moins de travail à la maison, plus de compétitions. Ok. Tu as parlé des conseils qu'elle a pu te donner, qui t'ont un Oui, peu surpris? oui, oui, oui. Bah, ça a été la toute première personne à me dire, bon, là, tu es encore un peu jeune, mais à 18 ans, tu pourras penser à ouvrir les cuisses pour avoir des meilleurs chevaux. Franco, elle te l'a dit comme ça. Ouais, T'as réagi comment à ce moment-là? bah, j'étais choquée parce que pour moi, enfin, c'était inconcevable en fait. Enfin, je pensais vraiment pas que ça pouvait se passer comme ça. Enfin, je veux dire, moi, de ma perception des concours et du métier, j'avais encore jamais été confrontée à ça de toute ma vie. Donc, ouais, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais même pas en rêve, elle est folle, quoi. Puis, bref, c'était pas une personne avec qui on pouvait parlementer beaucoup. Il y a eu d'autres conseils comme celui-ci qu'elle a pu te donner qui sortaient de ce que tu attendais peut-être à ce moment-là? Non, non, bah, c'était toujours autour de ce sujet-là, en fait. Ouais, c'était vraiment, il faut faire des efforts. Quand on est une femme dans ce milieu-là, il faut faire des efforts. Enfin, voilà, c'était. Ouais, je commençais vraiment à remettre un petit peu ouais, tout ça en compte. Je me disais, mais moi, j'ai trop d'intégrité pour faire ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, en fait?
Et comment est-ce que disons, cette perspective a évolué? J'imagine que avec le recul, est-ce que c'était une chance d'après toi que ce soit une femme qui te l'ait dit en premier? Est-ce que ça aurait dû ou pu se passer autrement? Comment tu le vois aujourd'hui? Je pense pas que ça aurait changé grand-chose que ce soit une femme ou un homme qui me l'ait dit, mais je pense que le fait que ce soit une femme qui me le dise, ça concrétisait les choses. Tu vois, Mhm. quand un homme m'aurait dit ça, je m'aurais dit, ouais, en fait, il a juste envie de justifier le fait qu'il veut se taper une petite jeune. Mais le fait que ce soit une femme de cette expérience-là qui me dise ça, je me dis, mais c'est que c'est quelque part, ça doit être fondé, en fait. Et, et puis, ça a créé tellement de tensions entre elle et moi que j'ai arrêté de travailler pour elle. C'était juste plus possible. Ça a duré un an et je pouvais plus. Elle m'a rendu complètement marteau. En fait, on se supportait plus l'une l'autre. C'était moi, j'avais trop de répondants, elle trop d'autorité et souvent très mal placée. Et voilà, on a décidé d'arrêter, de D'un travailler commun ensemble. accord. Donc, t'as fait une année là-bas. Ouais, ouais, ouais. Et puis, stop. J'ai dit stop. C'était plus possible. C'était ça ou moi, je faisais une dépression ou enfin, c'était plus possible. Est-ce que durant cette année, il y a d'autres choses qui ont fait surface, que tu as constaté ou que tu as appris du monde du cheval que tu ne pensais pas ou que tu ne savais pas avant? Ouais, que c'était marche ou crève dans le sens où si t'es pas là pour remplir ton rôle, tu seras remplacé. Donc, moi, je sais bien, je me rappelle que les jeunes chevaux, ça bouge beaucoup. Je me rappelle une fois, la toute première fois où je me suis blessée, j'ai un jeune cheval. Voilà, on était en plein, pas en plein conflit direct, mais voilà, un peu en pourparlers, on va dire. Et à un moment, il a vraiment, vraiment pété un plomb et il s'est lancé contre le mur. Et il y avait une énorme poutre en fer le long du mur. Mhm. Et c'est ma rotule qui a été droit dans la poutre. Donc ça Mhm. fait horriblement mal. Euh, j'ai pas été à l'hôpital. Je boitais. J'avais le genou. Je pense que, je sais pas s'il y avait quelque chose de cassé. Je pense qu'il y a eu quelque chose de cassé. Et elle m'a dit, si demain t'es pas à cheval, ça vaut plus la peine de revenir. Tu trouves quelque chose, il y a une pharmacie là-bas, tu te débrouilles, mais demain si t'es pas à cheval, euh, pas la peine de revenir. Et forcément, quand t'es toute seule, là, tu prends pas toujours les bonnes décisions. Et puis tu te dis, ok, bon, bah, si c'est comme ça que ça va, voilà. Donc on mord sur sa chic, on prend des antidouleurs, on boite, on compense de partout, mais on fait le job. T'as pu monter Ça, à cheval quand même? ouais, bah, sous antidouleur, mais des sacrés antidouleurs, hein. C'était pas des dafalgans, hein. Ouais, c'était tout ce qui pouvait faire passer la douleur, en fait. Ça a duré longtemps avant que tu t'en remettes? Oui, quand même. Après, quand on est jeune, on se refait vite. Ouais. Donc, il y a eu ça, puis il y a eu d'autres, ouais, il y a eu d'autres blessures, hein. Une fois, je me suis limite fait arracher le poignet par un jeune cheval. Là, cette fois-là, j'ai quand même été à l'hôpital. Je me rappelle que ma mère était avec. Et ma mère m'a dit, mais il faut soigner. Même à l'hôpital, ils ont dit, oui, c'est un petit peu arraché, il faut du repos, il faut du repos. J'aurais dit, non, écoutez, donnez-moi quelque chose, mettez-moi une attelle, faites quelque chose, mais je peux pas arrêter, sinon, moi, je perds ma place. Et là, ma mère a commencé à comprendre que, ouais, c'était peut-être un peu rude, en fait. Mais je pense qu'elle n'osait pas me le dire parce qu'elle savait très bien qu'elle aurait pu me dire n'importe quoi. Je serais rentrée le jour où j'aurais eu envie de rentrer. Comme tu l'as dit, tu avais peut-être cette réserve, peut-être un petit peu de fierté de ne pas vouloir dire que tu t'étais trompé ou tu n'avais peut-être pas pris la bonne décision. Est-ce qu'à Mhm. ce moment-là, dans ta tête, est-ce que ça tourne un petit peu? Est-ce que tu te poses des questions sur est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne chose? Ou est-ce que tu es toujours focus sur non, non, c'est ça que je veux faire de ma vie et droit devant? Ouais, 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 je commence à me poser des questions en fait. Pas dans le sens, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Parce que j'avais toujours envie de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment le milieu auquel je m'attendais? Tu termines avec cette cavalière, tu rentres à la maison ou tu trouves quelque chose d'autre tout de suite? Ouais, ouais, ouais. Je me mets à mon compte dans Ok. mes propres écuries. Je me lance en tant qu'indépendante. T'avais quel âge? Euh, J'allais avoir 18 ans.
Donc, tu avais juste J'allais. 17. Ouais. Et comment se passe cette transition-là? Ah bah écoute, c'est chouette de pouvoir se lancer à son compte et bon, j'allais dire de choisir, mais au début tu choisis pas vraiment les chevaux qu'on te propose parce que tu dois manger. Mais ouais, j'étais assez fière. J'avais pris beaucoup de bagages, j'avais appris beaucoup de choses, je savais comment gérer une écurie et je gérais la mienne très très bien. Et ça se passait bien de ton côté? Ça se passait bien. Comment est-ce que les choses se sont développées à partir de ce moment-là? J'ai commencé à travailler pour des personnes, donc pour des personnes qui ont énormément d'argent. Forcément, là maintenant, ça ne dépendait plus que de moi et des propriétaires pour partir sur des compétitions internationales quand je le voulais. Donc, j'avais plus d'accès au milieu international encore. Mais le fait de travailler pour des personnes qui ont extrêmement d'argent, euh, je me suis retrouvée encore plus confrontée à ça, à ce que j'avais un peu redouté de ce que j'avais appris là où je travaillais avant. Concrètement, ça ressemblait à quoi? Bah, de plus en plus, je me suis retrouvée dans un milieu d'hommes très riches et très puissants qui, voilà, qui te demandaient toujours la même chose, en fait. On me disait toujours un peu la même chose, que bah, si je voulais rentrer dans telle équipe, il fallait que je fasse ça. Si j'avais envie de monter les chevaux d'un tel, il était temps que je me laisse un peu aller. Voilà, j'ai toujours été confrontée à ça. En fait, ça a duré des années. C'était toujours pareil. Et je voyais des jeunes filles de mon âge qui sortaient avec des hommes qui avaient vite la cinquantaine, juste parce que c'était facile. En fait, ça leur donnait l'accès à des concours, ça leur donnait l'accès à des chevaux, ça leur donnait accès à, ouais, à beaucoup plus de moyens. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup trop d'orgueil, beaucoup trop de fierté pour faire ça. Et, euh, et j'ai très vite compris que ça allait me porter préjudice, vraiment. C'est toujours comme ça aujourd'hui? Dans le milieu, oui, Ouais. oui, ça n'a pas changé. Pourquoi ça changerait? Ça marche bien comme ça pour eux. Ce que je trouve incroyable, c'est que le fait que tu aies pu passer quand même plusieurs années, alors une fois que tu as commencé à travailler avec cette cavalière, c'était assez clair d'après ce qu'elle t'a dit, mais, mais tu as passé quand même un sacré bout de temps dans le cheval sans être confronté à ce monde-là, disons, Mhm. et Ouais, ouais. sans réaliser que ça faisait partie intégrante de l'équitation de haut niveau, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est vraiment de nouveau le même un peu fossé social que je retrouvais à l'école. Ben voilà, les enfants qui ont peut-être un peu plus de moyens, qui voilà, qui sont un peu plus privilégiés, et ceux qui voilà, qui viennent un peu d'un milieu un peu plus pauvre, un peu plus ouvrier, bah, c'était la même chose. En fait, dans le milieu du cheval, c'est pareil. T'as deux mondes. T'as ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout l'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, pour eux, je dis pas que c'est facile, ça reste un sport de haut niveau, c'est jamais facile, mais ils n'ont pas toutes ces batailles-là. Tandis que les autres, qui n'ont pas d'argent, ils sont confrontés à tout ça. Ils doivent vraiment essayer de se faufiler par toutes les portes possibles pour y arriver. Et quand tu es une femme, c'est encore plus dur. Une chose que tu m'as dit, c'est la sensation d'être l'esclave des riches. Ouais, c'est ça, c'est 100% ça. Tu as parlé de tout ce qui tourne autour du sexe et de ce qui t'était demandé à ce moment-là. Tu m'as parlé aussi du fait il y avait pas mal de drogue dans ce milieu. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas un milieu de drogués, mais je sais que moi, je me rappelle à mes 19 ans, avant un Grand Prix, on m'a proposé de prendre de la cocaïne parce que tout le monde le faisait. Parce que, voilà, parce que ça, ou alors de boire des verres d'alcool fort avant un Grand Prix pour relâcher la pression, pour moins de stress, parce que tout le monde fait ça. Enfin, je disais, mais ça n'a aucun sens en fait. Est-ce que toutes les personnes qui évoluent à un haut niveau sont confrontées à ça dans l'équitation? Je sais pas. Je pense que ceux qui n'ont pas d'argent, oui, ils passent un peu par tout ça. Ceux qui ont, voilà, ceux qui ont la chance d'avoir papa, maman qui ont le budget derrière ou des gros sponsors, ou voilà, c'est pas pareil pour eux. Ils vivent pas la même expérience.
Comment toi tu vis cette expérience à ce moment-là, étant amoureuse du cheval depuis ton plus jeune âge? C'est ta vocation, c'est ce que tu veux faire de ta vie, c'est ce que tu fais de ta vie, mais tu es confronté à ce milieu qui est complètement tordu. Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? Bah, je suis un peu larguée à ce moment-là, hein, parce que je suis un peu larguée parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. C'est pas comme ça que je voyais mon sport. Et je me demandais si un jour, est-ce qu'un jour, mes efforts payeront en fait. J'avais vraiment du mal à voir une porte de sortie, tout ça. Est-ce que tu en as trouvé une? Pendant un temps, oui. Pendant un temps, j'ai trouvé une porte de sortie. Euh, j'ai commencé à travailler pour des personnes quand même. J'ai pas travaillé que pour des personnes mal intentionnées. J'ai travaillé pour des très chouettes personnes aussi. Où voilà, on avait nos petits business. On vendait pas mal. On avait pas mal de concours. Voilà, le commerce tournait bien. Euh, C'était pas le très haut niveau. Ça restait quand même de l'international. Mais malheureusement, dès que j'avais des chevaux qui étaient vraiment bons et qui étaient prêts pour le très haut niveau, bah, il fallait vendre parce que on n'avait pas d'argent, donc il fallait vendre. C'était beaucoup d'argent. On nous proposait quand même des sommes que nous, malheureusement, on ne pouvait pas refuser. Et ça a duré combien de temps où tu as pu, on va dire, naviguer ce monde-là sans tomber dans ses travers, mais quand même essayer de faire ce que tu voulais faire? Ça a duré jusqu'à mes 22 ans. Qu'est-ce qui se passe à tes 22 ans? Sur la fin de mes 22 ans, je ne sais pas pourquoi. Bah, je sais toujours pas pourquoi maintenant. Je passais tous les jours pour aller monter chez mon propriétaire. Là, je passais devant une salle de sport. Et puis un jour, je me suis arrêtée, je me suis inscrite. J'avais jamais fait si, l'équitation. Mais j'avais jamais fait de sport de toute ma vie. Et là, c'était une salle de muscu. Boum, je m'arrête, je m'inscris. Voilà. Puis j'y vais pendant une semaine, 2 fois semaine, 3 fois semaine. Et je rencontre mon copain. Tu es Voilà. toujours avec aujourd'hui? Je suis toujours avec aujourd'hui. Comment se passe la rencontre? Deux milieux totalement opposés, hein, parce que lui, le milieu du cheval, tout ça, c'était vraiment pas son milieu. C'était vraiment une personne totalement extérieure à ça, l'opposé de tous les garçons que j'ai pu fréquenter avant. Voilà, j'ai toujours été avec des garçons du milieu. Voilà. Et tu fais encore du cheval à ce moment-là? Tu es toujours employé, Ouais, tu travailles, non, t'es à ton compte, hein, toujours à ce moment-là? ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des semaines et des mois? Euh, tu continues à aller à la salle de sport? Ouais, je continue à y aller et tout doucement, je me rends compte que tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Et que c'était peut-être la porte de sortie que j'espérais depuis un moment. Tu, tu sais toujours pas pourquoi tu t'es inscrit à cette salle de sport? Non, toujours pas, absolument pas. C'est ton inconscient qui t'a Ouais, poussé à aller t'inscrire peut-être? ouais, 100%. Et ça t'a pris combien de temps pour réaliser que justement il y avait peut-être cette petite transition, une nouvelle transition pour toi qui s'ouvrait vers quelque chose de nouveau? Bah, ça a pris, ouais, je dirais quand même 5-6 mois, au moins. Tout faisait un peu son chemin, en fait, ça prenait de plus en plus d'importance. Euh, je commençais à me dire que j'avais plus envie de cette vie-là, que peut-être qu'éventuellement j'avais envie d'une vie plus normale. Alors, qu'est-ce que c'est une vie normale? Mais voilà, j'avais rencontré mon copain et ouais, j'avais l'impression d'être appelée vers quelque chose d'autre. Et le cheval dans tout ça, comment tu gères le fait de te détacher ou de t'éloigner peut-être un petit peu de ta passion? Bah, je travaillais pour une personne avec qui j'étais en très bon terme. Enfin, c'est ce que je pensais. Et ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est que cette personne-là, alors je le savais pas du tout, mais attendait que plus que ce que j'offrais comme service. Il attendait, je pense, voilà, on était toujours dans ce sujet d'un, d'un homme avec de l'argent qui attend forcément un service plus intime avec sa cavalière.
Et quand ça a commencé à devenir sérieux avec mon copain, bah, j'ai vraiment commencé à sentir des tensions. Et un jour, on a eu cette conversation là où il m'a dit il faut qu'on discute. Et puis je lui ai dit oui, mais dis-moi de quoi on doit parler. Et il m'a dit bah des chevaux, pas de ton nouveau copain. Et là, je me suis dit c'est quand même vachement déplacé parce que mon copain, il avait absolument aucun rapport avec le milieu du cheval. Et Est-ce là, je qu'il me venait suis des fois, il venait des fois avec toi? dit oh, c'était rare, c'était pas son truc. Oui, Ok. pour me faire plaisir, mais voilà, il restait très distant par rapport à tout ça. Et, euh, Et puis, on a eu cette conversation, mon propriétaire et moi, que j'ai toujours regretté de ne pas avoir enregistrée. Je la sentais venir à des kilomètres et je ne Hmm. l'ai pas enregistrée. Mais en gros, c'était vraiment soit je décidais de coucher avec lui et de sortir avec lui, ou alors les chevaux, le lendemain, ils seraient plus dans les écuries, quoi. Et moi, je lui ai bien fait comprendre que non, ça n'arriverait jamais. C'était jamais arrivé et que ça n'arriverait jamais. C'était juste pas possible. Le lendemain, quand je suis arrivée, les chevaux, ils étaient plus dans l'écurie, ils étaient déjà chez un autre cavalier. C'est des chevaux que moi, j'avais construits pendant des années. C'est moi qui leur avais tout appris. On était proche de la vente, qui aurait fait une énorme commission et voilà, qui, moi, financièrement, m'aurait beaucoup aidé. Et d'un coup, paf, je me prenais tout dans la figure, là, et quelqu'un me prenait les chevaux sous le nez. Et là, vraiment, ce jour-là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents, stop, j'arrête. Je peux plus, c'est fini, j'en peux plus. C'est pas pour moi. Ils avaient conscience du monde dans lequel tu évoluais, enfin de la difficulté à laquelle tu étais confronté depuis des années maintenant dans ce monde-là. Tu leur avais, j'imagine que tu leur en avais peut-être pas parlé. Non, non, non. Oui, je pense que ma mère le voyait, parce que bah, c'est une maman, donc les mamans, elles savent tout de toute façon. Mais je pense qu'elle a jamais osé me dire de faire quoi que ce soit, parce que je suis quelqu'un, en fait, tant que je me suis pas plantée toute seule, j'admets pas qu'il est temps d'arrêter, en fait. Je veux dire, on peut me répéter 20 fois la même chose, si j'ai pas tenté l'expérience, j'ai pas la réponse, tu vois. Et ouais, je pense qu'elle a vu des choses et je pense que ça n'a pas dû être facile et elle a essayé de m'encourager dans cette voie et de me dire, voilà, ce serait bien que tu trouves un garçon qui fait la même chose que toi, qui a de l'argent et qui a des chevaux et voilà, ce serait tellement plus facile en fait. Mais j'ai jamais été attirée par ce genre de garçon. C'est très très drôle en fait. J'ai toujours eu l'impression que dans le milieu du cheval, j'étais très à part. J'ai pas eu la même mentalité que les gens du milieu. J'ai vraiment eu l'impression que oui, c'était une passion, c'était toute ma vie, mais que quelque chose d'autre m'attendait en fait. Est-ce que c'était la culture du cheval qui te correspondait pas, la culture de l'équitation dans laquelle tu te trouvais qui correspondait pas à ce que toi t'en attendais et de ce que toi tu voyais de ta passion du cheval? Je pense que c'est vraiment le milieu qui était trop opposé à moi. C'est Hmm. pas le sport, pas l'équitation, pas le contact avec le cheval, pas tout ça. Ça a toujours fait partie de moi et je pense que ça fera toujours partie de moi. L'équitation, c'est l'école de la patience, hein. Je regrette absolument pas. Sans ça, je serais pas aussi patiente dans le CrossFit, je pense. Mais 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 à ce moment-là, tu prends tes responsabilités et tu dis stop. ouais, c'est ça. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu expliques tout à tes parents? Est-ce que ça a pris un petit moment pour sortir? Comment est-ce que tu as géré ça? Non, j'ai pas expliqué. J'ai jamais été une pro de la communication, encore plus avec mes parents. Voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui communiquait beaucoup et je pense qu'ils ont juste pas trop compris parce que j'ai voulu tout arrêter très très vite. J'ai voulu tout vendre. J'ai voulu vraiment. Il fallait que ça s'arrête très très vite, le plus vite possible. Et ça a créé des tensions forcément parce que bah voilà, j'ai sacrifié toute mon adolescence, j'avais zéro diplôme, j'avais rien d'autre en fait. J'arrêtais, mais j'avais rien d'autre. J'avais pas de porte de sortie, j'avais rien. Ouais, je pouvais pas me dire ah bah tiens j'ai un diplôme de ci, je vais me lancer dans ça. Non, il fallait que je recommence tout. Mais tu avais le sport. Mais j'avais à l'époque je faisais du fitness, je faisais 3 squats ou 3 leg extensions sur une machine, des pull-ups. Enfin, ouais, c'était pas ouf quoi. Mais c'était quand même quelque chose de Mais différent. c'était quelque chose, c'est sûr. C'était quand même quelque chose. Et
je recherchais un peu un défi physique en fait. Je pense que j'avais besoin de retrouver ma voie et j'avais le sentiment que ça allait être dans cette branche-là en fait. Alors pas le bodybuilding parce que quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit non, ça, c'est encore moins, c'est pas moi. Mais je savais qu'il y avait quelque chose au bout en fait. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as fait physiquement dans l'équitation pendant toute ton enfance, les 22 premières années de ta vie, est-ce que ça t'a aidé dans cette transition-là, ta capacité de travail, ta discipline? Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai été drillée très très tôt sur bah, déjà la responsabilité. Donc quand tu fais un choix, tu l'assumes. Il y a toujours un prix à payer. Il faut juste être au courant du prix à payer pour pas le découvrir comme je l'ai découvert un peu par surprise. Mais ça et aussi du fait que comme j'avais un volume de travail énorme dans le milieu du cheval à accomplir chaque jour et vraiment des défis à relever avec des chevaux extrêmement compliqués, c'est ouais, c'est vraiment ce qui a fait ma discipline aujourd'hui. Donc, quand quelque chose est écrit sur le papier, c'est sûr, ça va être fait. Ça doit être fait. J'arrive à me discipliner très très fort et justement tellement que maintenant je commence à me détacher de ça. Mais pendant des années, il fallait que je fasse absolument tout ce qui était écrit sur le papier. Et si c'était pas fait, c'était c'était un stress en fait. C'était vraiment un gros stress. Et là maintenant, j'arrive à me dire, ok, j'ai fait ça. Ça, c'est peut-être pas intelligent de faire. Ça va peut-être être surcharger l'entraînement. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et maintenant, j'arrive tout doucement à sortir de ça. Mais au début, tu aurais pu me mettre 4 prog en même temps. Si tu m'aurais dit, il faut le faire parce que c'est écrit, je l'aurais fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pris de ta vie dans l'équitation et qui t'ont aidé dans tes premières années dans le CrossFit? Euh, ouais, bah, la patience. La patience, vraiment, à 100%. Parce que euh, un jeune cheval, c'est que ça. Hein, tu peux pas le forcer. Je veux dire, c'est un animal de plus de 500 kilos. Physiquement, tu peux pas le forcer. Tu dois juste trouver ce qui fonctionne pour lui. Et parfois, ça prend des années. C'est des énigmes, en fait. Et, ouais, c'est exactement ça dans le milieu du sport. Dans le CrossFit, c'est exactement ça aussi. C'est quand tu dois débloquer un skill, c'est quand tu dois améliorer ta force ou ton endurance. Ça prend des années. C'est long. Voilà, tu dois trouver ce qui fonctionne pour toi parce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent pour l'un, puis pas sur toi. C'est, ouais, c'est vraiment ça la patience. Comment est-ce que tu vis le fait d'avoir interagi avec les chevaux, avec ces êtres pendant tant d'années et avoir appris leur langage, la manière dont ils bougent, comment toi tu dois agir autour d'eux, etc. Et aujourd'hui, être centré sur toi. C'est toi, entre guillemets, le cheval. C'est toi la compétition. C'est toi qui dois t'entraîner pour ensuite aller gagner en compétition. Est-ce qu'il y a une grande différence pour toi dans ces deux mondes? Non, pas tellement. Sauf que avant, le cheval, c'était l'athlète. Là, maintenant, c'est moi. Moi, j'étais juste un pilote, en gros. Et il y a des similitudes. Il y a des grosses différences, mais il y a beaucoup de similitudes. Dans le sens où je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, que si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment parce qu'en fait, je me rends compte que un cheval, il devrait même s'entraîner comme nous, on le fait avec, pareil, de la zone 2, de la renfo, de la force, le travail de gymnastique. Et en fait, on a tendance en tant que cavalier, à juste voilà, nous concentrer sur une spécificité et voilà, à vouloir absolument rendre le cheval commercial. Alors qu'en fait, si on aurait voulu bien faire les choses, bah, l'entraînement CrossFit euh, peut donner des pistes en fait aussi pour le travail du cheval. Bon, forcément, c'est différent, mais enfin, moi, je me comprends en tout cas quand je te raconte ça. Mais Tu montes encore à cheval? non, plus du tout. Ça te manque? Il y a des jours, oui, et en fait, d'un autre côté, non. C'est un choix conscient de ne pas remonter à cheval ou c'est quelque chose auquel tu es potentiellement ouverte si l'opportunité se présente? Non, c'est un choix conscient. En fait, pendant longtemps, j'ai vécu le fait d'arrêter ma carrière de cavalière, je l'ai vécu comme un échec.
Ça a été un énorme fantôme dans mon placard du fait que j'ai abandonné, en fait. Je l'ai vraiment vécu comme ça, j'ai abandonné et j'avais vraiment cette cicatrice en moi. Et puis là, depuis peu de temps, je travaille sur un nouveau programme où justement on essaye de casser un petit peu tous les blocages du passé. Et c'en était un très gros même. Et je me rends compte que grâce à ça, en fait, j'ai pas abandonné, j'ai juste utilisé toutes les compétences que j'ai eues là dans le milieu du cheval pour quelque chose d'autre. Mais je l'ai vraiment vécu comme un échec pendant très longtemps, pendant encore il y a quelques mois. Pour moi, c'était l'échec de ma vie, c'était d'avoir abandonné. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, bah, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas abandonné, j'ai juste changé de voie, changé de direction, mais je veux dire, j'ai rien abandonné parce que j'utilise encore tout ce que j'ai appris toutes ces années-là, je l'utilise encore aujourd'hui. Tu as parlé un petit peu du CrossFit pour l'équitation. Si aujourd'hui tu retournais dans le cheval et que tu pouvais entraîner des chevaux, qu'est-ce que tu ferais différemment? Concrètement, quel type de... Si tu avais un cheval pour la journée, disons pour une journée type ou une semaine type, qu'est-ce que tu ferais par rapport à ce que tu faisais avant? J'aurais déjà un plan d'entraînement plus structuré, vraiment réfléchir un petit peu à c'est quoi les points faibles du cheval, c'est quoi ses points forts, qu'est-ce qu'il faut améliorer, avoir un peu plus ce truc de off-season où on construit un peu plus, plutôt que de juste vouloir faire des concours et des concours parce qu'il faut que le cheval soit vu, parce qu'il faut qu'il soit commercialisé. C'est ouais, c'est vraiment tout ce que je changerais. C'est réfléchir beaucoup plus à comment rendre la performance du cheval la plus parfaite possible avec des entraînements plus spécifiques, plus ciblés. C'est intéressant parce que tu as dit plus ciblé ici, mais tout à l'heure, tu as aussi, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que tu voulais aussi compléter avec d'autres choses qui n'étaient peut-être pas si spécifiques que ce que tu faisais avant. Est-ce que tu étais peut-être tout dans l'entre-deux ou tu étais dans le un peu spécifique mais pas assez et au final tu préférerais polariser les choses et faire du général et de l'ultra spécifique? Elle est compliquée ta question là. Alors, si de ce que j'ai compris, tu m'as dit là que tu ferais des choses un petit peu plus spécifiques avec tes chevaux. Oui, Mais tout à l'heure, tu me disais, il faudrait aussi qu'ils fassent de la zone 2, il faudrait qu'ils fassent de la force, d'autres choses qui sont du coup pas spécifiques. oui, Donc, oui, oui. il y aurait quand même une grosse différence entre ce que tu faisais avant et la manière dont tu ferais aujourd'hui. Ouais, vraiment, vraiment. Je pense que c'est la seule chose que je changerais, c'est ça. C'est réfléchir un peu plus à aller chercher un peu plus loin, vraiment aller chercher un peu d'autres méthodes. Euh, Après, c'est un vieux sport, l'équitation, hein. Ils ont leur vieux système, comme les vieux sports qu'on a chez nous, ils ont leur système et c'est difficile de les laisser s'ouvrir un peu à de nouvelles méthodes. Voilà, on connaît tous ça, hein. On a déjà tous essayé de convaincre les lancers de poids à faire du crossfit. Ils se disent, mais pourquoi? Parce que voilà, il y a tout un tas de choses à améliorer avec le crossfit ou en tout cas avec un entraînement différent. Mm. Et ouais, c'est ce que je changerais. Durant cette période, quand tu étais dans l'équitation, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Oui, 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 bien sûr. On a tous des choses qu'on regrette, mais j'étais jeune, donc je m'en excuse en fait. C'est en fait quand c'est pas tes chevaux, t'as pas pleine décision sur les chevaux. Donc quand il faut absolument vendre un cheval, les propriétaires sont prêts à tout pour vendre le cheval, quitte à mentir aux clients Mm. sur la santé du cheval, surtout, euh, et parfois même sur son comportement. Donc il y a eu des méthodes qui ont été faites dans mon dos, dont j'ai pas voulu être plus au courant que ça. Mais je sais bien que de temps en temps, on devait se rendre sur une compétition. Il faut savoir qu'avant chaque compétition internationale, il y a ce qu'on appelle le check-up, donc le check-up vétérinaire où ils contrôlent bah, déjà le carnet de vaccination, tout ça c'est très 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 strict, et ils veulent voir le cheval juste bouger un petit peu pour être sûr qu'il n'est pas malade, il boite pas, il va bien. Et moi, je sais bien qu'il y a déjà des chevaux euh, où je disais au propriétaire, écoute, non, le cheval, il est pas droit.
il passera pas la visite vétérinaire, il boite, il est pas droit. Parce que voilà, parce qu'il y a des chevaux qui ont des problèmes articulaires. Malheureusement, c'est la génétique, c'est les lois de la génétique. Et on m'a déjà répondu très souvent de but en blanc, toi, ça, c'est pas ton problème. Demain, il y a la visite vétérinaire, le cheval, il boitera pas. Et le cheval, il boitait pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des choses. Et ça, c'est les choses, si tu pouvais retourner en arrière, tu ferais quoi? Je dirais que non, faut pas compter sur moi. Tu as parlé du fait que tu aurais espéré enregistrer cette conversation avec ton associé, la dernière que vous avez eue. Ouais, Tu aurais fait quoi si tu avais enregistré la conversation? je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Peut-être j'aurais porté plainte et encore porté plainte. Non, ça n'aurait servi à rien. Il y avait tellement de, c'était tellement de travail au noir. C'était tellement de, je veux dire, même en portant plainte, je veux dire, j'aurais été la première à me faire rouler aussi parce que c'est, voilà, c'est beaucoup de commerces assez illégaux où on déclare pratiquement rien. Donc, ouais. Mais je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait avec. Qu'est-ce que tu dirais à peut-être des gens un petit peu plus jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer là-dedans, qui entendent ton discours, qui entendent tes expériences? Est-ce que, en partageant tout ça, tu as une intention derrière? Est-ce que tu veux les encourager à ne pas le faire, les encourager à le faire, mais en sachant dans quoi ils s'engagent? Quelle est ta démarche exactement? Ouais, ben, je dirais jamais à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Je suis très mal placée pour dire ça. Mais vraiment, oui, qui savent aussi dans quoi ils s'engagent et que après, c'est comme tout, il n'y a rien de facile dans la vie. Mais ce milieu-là, c'est pas comme, par exemple, le CrossFit où se qualifier à une compétition, ça ne dépend que de toi, ton entraînement, ta nutrition, ton sommeil. Là, ça dépend aussi beaucoup des gens et de l'argent. Donc, ouais, de surtout garder leur système de valeurs et de pas avoir peur de dire non, en fait. Des conversations comme on en a eu aujourd'hui, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que les gens ont conscience de ce qui se passe dans le cheval à ce niveau-là? Non, non, les personnes extérieures, elles n'ont pas du tout conscience de tout ça. Forcément, il faut être vraiment en plein cœur du milieu pour connaître ce genre de choses. Et t'espères que plus de gens en parlent à l'avenir? Ouais, euh, ce serait bien. Maintenant, moi, je sais que là, je fais un podcast avec toi. Je sais que personne du milieu du cheval ne va écouter ça c'est sûr, parce que c'est pas des gens qui écoutent des podcasts, en tout cas, encore moins des podcasts de Upside Strength, désolé, mais ils en ont un peu rien à cirer de l'entraînement physique, de la respiration et voilà. Mais oui, peut-être qu'il y en a qui devraient justement parler un peu plus et dénoncer un peu ce genre de comportement. Si tu avais un conseil à donner à Manon, 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas parce qu'elle aurait rien écouté. Elle aurait Disons que rien. tu avais une baguette magique et elle t'aurait écouté juste cette fois-ci. Ah, j'aurais juste dit vas-y, fonce dans le tas. De toute façon, t'as rien à perdre. Et voilà. Fais ce que tu fais. Il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi de toute façon. La suite, on la connaît. Ouais. Manon, athlète de CrossFit. Tu te sens complètement épanoui aujourd'hui dans ce rôle-là? Oui, oui, carrément. Parce que là, maintenant, tout ce que j'ai, je le dois qu'à moi. Et tout ce que je fais, je le fais pour moi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les mois et les années qui viennent? Qu'est-ce que tu as dans le viseur? Euh, Toujours pareil, hein. Moi, je veux performer sur le très long terme. Je veux aller aux Games le plus longtemps possible et surtout, je veux devenir vraiment un modèle de détermination pour le milieu du CrossFit, mais pas seulement. Je veux dire, pour toutes les filles, pour toutes les femmes, je veux vraiment être le modèle de détermination. J'ai envie qu'à côté du mot détermination dans le dictionnaire, il y ait ma photo, en fait. Bien dit, ça me plaît. En tout cas, je pense que avec l'échange qu'on a eu aujourd'hui, ton ouverture, ta volonté aussi de t'ouvrir, parce que c'est pas nécessairement des choses faciles à discuter, à communiquer, je pense que tu es clairement sur la bonne voie et je me réjouis de voir ce que tu peux faire dans les années qui viennent. Ouais, moi aussi.
j'ai hâte de continuer ma route parce qu'elle est encore longue, hein. J'ai que 31 ans. Donc j'ai encore 31 ans, ouais, j'ai prévu d'aller jusque 100 alors. Je suis très nulle en maths. Yeah. 69 ans. T'as de la marge. Oui. T'as de la marge, ça on en est sûr. Manon, pour ceux qui souhaitent suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, sur mon Instagram, Manon Angonèse White Shark. Voilà. Pourquoi le White Shark? Bah, parce que le white shark, tout le monde pense que c'est parce que c'est un prédateur hyper dangereux, mais pas du tout en fait. C'est parce que le grand requin blanc, c'est la seule espèce de requin dans le monde et une des rares espèces animales qui ne se laisse pas du tout enfermer. Ça veut dire que s'il sent qu'il a des limites autour de son territoire, il se laisse mourir. Et c'est exactement ce que je suis. Si je suis pas totalement libre de faire ce que j'ai envie de faire, je préfère mourir en fait. Un énorme merci à toi, Manon, pour cette conversation. J'ai énormément apprécié en tout cas. Bah, merci à toi aussi. C'était un grand plaisir et peut-être à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.